Bonjour, mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes le 15 juillet 2022 et encore une vidéo à l'air libre, au grand air. On n'osera pas dire l'air du large car mon chemin est environné de plantes, d'herbes. Je marche sur la rue Louis-Aymon. Vous savez, Louis-Aymon, le célèbre auteur français de Maria Chapdelaine, dont Léon Werth parlait de la blancheur pétaniste, des valeurs familiales, patriotiques. D'autres critiques ont jugé que le vrai roman national aurait dû être L'Asquin d'Albert Laberge. Un roman naturaliste qui a été mis à l'index par l'Église. Un roman paru en 1918. À compte d'auteur de surcroît, 60 exemplaires. Ce qui lui a valu quand même les foudres des autorités ecclésiastiques. Sans doute, le destin national de la littérature québécoise eût été transformé, eût été changé, si la description lugubre de la misère des paysans québécois avait pris le pas sur la condition bucolique des paysans, telle que l'avait fantasmé d'une certaine manière Louis-Aymon. Peu de Québécois savent que Louis-Aymon n'est pas un auteur québécois. Je vous ai raconté sans doute qu'il y a plusieurs années, j'avais été invité, il y a 8 ans en fait, j'avais été invité par une association anglaise de Westmount à à participer au dévoilement d'une plaque commémorative en bronze. Et au milieu du nom de Maria Chapdelaine, une énorme faute d'orthographe. On avait omis de mettre le P. Alors ça se lisait Maria Chapdelaine. Alors, là où je vous amène, c'est sans doute l'une des ruelles vertes les plus étonnantes de mon quartier, quartier Villeray. Quartier que j'adore en fait. Quartier que je méconnaissais. Et la lecture que je vais vous proposer, je vais essayer de trouver un endroit où on pourra me voir. C'est celle de Georges Perros. Ah, Georges Perros. Vous voyez? C'est une authentique ruelle verte dont la route est pavée, si je peux dire, d'herbe. Alors pour en revenir à Georges Perros, alors qui est Georges Perros? Il est né à Paris. J'ai oublié de consulter mes fiches, je pense que c'est en 1926. Il est né à Paris, il a été proche de Gérard Philipe. Au début, un homme de théâtre. Ah, peut-être si je vais pouvoir m'asseoir sans déranger personne. Alors, il était proche de Gérard Philipe. Et, ouais, là, j'ai surpris des gens qui ont été surpris de me voir marcher dans cette ruelle verte en train de tenir ma caméra. Pourtant, tout le monde a des appareils. Ça ne devrait pas étonner personne.
Alors oui, au début, un homme de théâtre, et puis je pense que c'est Léoto qui l'a découragé de poursuivre plus en avant cette carrière d'homme de théâtre. Après, je pense qu'il est devenu critique de théâtre. Ça arrive, ça. Et il a entretenu une... C'est un homme, il pratiquait l'art épistolaire. Alors, il a entretenu une correspondance avec Michel Butor, avec Jean Paulhan, pour ne nommer que ceux qui me reviennent à la mémoire. Et il s'est fait connaître en faisant paraître Papier collé chez Gallimard en 3 volumes. Et les papiers collés, c'est quoi au juste? Ce sont des aphorismes, des bouts de poèmes, des bouts de poésie, des réflexions. On le dit proche de Joseph Joubert, de Sioran également. Il n'a pas cette pointe d'amertume acidulée qu'on retrouve chez Sioran. On le dit proche également de Chamfort. Et puis, un jour, il en a eu marre, Georges Perros. Alors, il a quitté la vie parisienne et il s'est installé en Bretagne, dans le Finistère. Et il parcourait en mobilette cette région de Bretagne qu'il adorait. Alors, il est devenu peintre également. Je pense qu'il a vécu dans une très, très grande pauvreté, mais dans une très grande liberté. Ah, peut-être je vais trouver. Alors, vous voyez quand même, c'est assez extraordinaire. C'était une toute petite ruelle remplie de fleurs, où les oiseaux virevoltent au-dessus des têtes. Alors, la lecture de Georges Perros m'accompagne depuis de très, très, très nombreuses années. Et j'aime cette manière d'écrire à la fois désinvolte, non prétentieuse. Je vais continuer, tenez. Alors, ces papiers collés sont une source permanente d'enchantement. J'y retourne régulièrement et j'y découvre des significations qui m'avaient échappé. Et j'aime également ce rapport, vous disais-je, désinvolte à l'écriture. Écrire comme on respire, écrire comme on vit. Écrire sans faire à croire. Écrire l'air de rien, l'air d'y toucher. Écrire comme on respire, écrire comme on vit. Je regarde tout autour de moi si je ne trouve pas un endroit où poser mon bidule. Je n'ose pas retourner sur mes pas tant que le couple qui était attablé à une table m'ont paru inquiets de ma présence. Ah, là-bas, il y a un parc. Tenez, je vais me rendre jusqu'au parc. Alors en même temps, j'en profite, je vous montre les maisons de ce quartier. On dit que c'est un quartier en voie de gentrification, ce qui est complètement faux. C'est un vieux quartier bourgeois de Montréal qui a été créé aux alentours 1910-1920. La petite bourgeoisie canadienne-française s'y est établie.
Le patronyme, les patronymes, la topologie des rues, en fait, pas les patronymes, mais la topologie des rues, est très Nouvelle-France. Alors c'est clair que ce nouveau développement, créé au début du siècle, avait pour but de loger les gens appartenant à la classe moyenne supérieure, même si ces catégories-là, à l'époque, les sociologues ne les avaient pas clairement définies. Alors les arbres matures témoignent, comme vous pouvez le voir, témoignent de la vieillesse de ce quartier. Alors oui, la toponymie, vous disais-je, outre Louis Aymon, eh bien, le Louis Hébert, le premier colon français venu, qui est apothicaire aussi, venu s'établir en Nouvelle-France. Des écarts. Et les parcs, parc rue des Récollets. Alors donc, ce n'est pas un quartier en voie de gentrification, c'est un vieux quartier bourgeois de Montréal. Tandis que si on se déplace vers le sud, c'est-à-dire Rosemont, eh bien là, il y avait les employés. Là, c'est un quartier en voie de gentrification. Avant les employés, sans doute des gens qui vivent ici, eh bien, qui vivaient ici jadis, eh bien, les employés se logeaient dans ce quartier franchement populaire, Rosemont, la petite patrie. Alors, il est piquant d'entendre les gens dire que, ouais, Villeray, c'est un quartier en voie de gentrification. Ici, il faut dire aussi, on est dans le district François-Perrault, qui est sans doute l'un des districts les plus fortunés de Montréal. Et lors de la dernière élection, c'était l'un des derniers endroits que le Parti québécois avait réussi à emporter, à remporter. Une élection, ça se gagne porte après porte. Et c'est découpé en districts. Une circonscription peut connaître, je ne sais trop, je ne connais pas les chiffres, peut-être, j'avance ceci, une dizaine de districts. Et on peut avoir une tendance lourde en analysant district par district, suite à des sondages téléphoniques, si c'est possible que le quartier, que le parti au pouvoir ou en opposition puisse remporter la circonscription. Alors c'est une bataille qui se fait district par district. Et celui de François Perrault avait été remporté par le Parti québécois. Un des rares. Et puis finalement, c'est le Parti libéral qui a gagné ici, dans Papineau. Je cherche un banc, je n'en trouve pas. Il y en a un tout à côté. Mais je voudrais pas troubler... Ah, j'en vois un.
j'ose pas les filmer. Non, je ne filmais pas. On m'a fait signe, ne filmez pas, ne filmez pas. Je ne filme, vous voyez. Je ne filmais pas, j'enregistre seulement ma voix. Pardon? Non, 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 non. Je lisais mon livre. Mais il y a quand même la caméra. Oui, mais je ne vous filmais pas. Regardez, vous voyez, on voit rien. Ben, on voit, là. Ben non, mais on voit quoi? Regardez, vous voyez. Ben non, mais je n'ai pas regardé. Moi, je m'en fous, perso, c'est vraiment... Ben non, mais regardez, je vous montre. Vous voyez, j'ai pas bougé ma caméra. On voit absolument rien. On n'entend rien. Même là, on vous entend, par exemple. Non, pas grave, faut m'entendre. Ah, d'accord. Non, non, j'ai pas filmé. Je vous laisse tranquille, madame. Vous avez compris? Alors, j'ai trouvé un banc, cependant, où... J'ai trouvé un banc, cependant, où... Ils vont pas m'obliger, ils vont appeler la police. Bon. Ouf, ben, ça va faire un petit moment intéressant d'imprévu. Moi qui recherche l'imprévu quand j'enregistre. Bon, ici, ça devrait le faire. Alors voilà, je me poste ici. Oui, alors voilà. On va tourner. Voilà. Alors voilà le Georges Perros en question. Je suis toujours ce que je vais devenir, Calligramme, Bretagne. C'est quand même étonnant, les gens passent leur temps à se filmer les uns les autres. Mais il suffit qu'un inconnu passe dans la rue et les filme, de loin comme vous pouvez le voir. Et bien tout à coup, ça suscite l'émoi. La femme, l'idée de la femme. La femme reste le miracle quotidien. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle ne soit pas si étonnée d'être des femmes. Mais moi, oui. Et n'importe quelle femme, l'espèce. De la vieille grand-mère à la petite fille, c'est tout à fait étrange pour moi. Je suis toujours en extase un peu comme devant un animal. Mais pourquoi pas? Les animaux, c'est très bien. Les femmes nous font un peu oublier. Elles nous prennent un peu pour autre chose et elles nous forcent à être autre chose. Ce qui fait qu'il y a un malentendu. Je voudrais bien rester tout seul. Je ne me suis pas marié pour être avec une femme. Je me suis marié pour être avec une copine. J'aime beaucoup Tania de cette manière-là. Elle était la seule femme avec laquelle je pouvais vivre, qui me donne cette sensation de complicité permanente, de gaminerie, de tout à fait hors du monde. Elle n'est pas du tout mondaine. C'est ce qu'on appelle les femmes-enfants, mais ce n'est pas une femme-enfant. C'est quelqu'un qui n'a pas une once de vulgarité. Elle n'a pas besoin de l'existence. Je veux dire que j'aurais peur de la laisser parce que j'aurais peur qu'elle soit perdue. Ce qui est faux, bien sûr. C'est ce qu'elle me dit souvent. Mais tu me prends pour... Elle n'entend pas la gentillesse de mon propos. Elle n'entend que l'agression, si j'ose dire. Enfin, je suis assez grande pour... Eh bien, pour moi, non. Tu n'es pas assez grande. Parce que je trouve que c'est une telle jungle que je suis étonné qu'on s'en sorte.
Les gens que j'aime, je voudrais les protéger. Et bien sûr, je ne peux pas. Mais enfin, j'aime bien être là. Je n'aime pas voyager. Maintenant, depuis que j'ai des gosses, le voyage ne m'intéresse plus. Même si je vais voir des amis. Il y a quelque chose qui me manque. Ce n'est pas d'être avec eux. C'est qu'eux sachent que je suis là. J'ai pas le téléphone. Je les vois pas dans la journée. Mais je suis là. J'ai l'impression, superstitieusement, que cette présence peut rayonner et les empêcher de se faire mal. C'est un peu utopique, mais je suis tout à fait convaincu de la chose. Alors, la première partie de l'ouvrage, c'est une entrevue qu'il accorde à qui donc, je n'arrive pas à trouver le nom. Ah oui, avec Michel Kerninon. L'entretien a été enregistré en mai 1973 à Douarnenez, le cabinet de travail, où Georges Perros lit, écrit ou dessine, est situé à l'étage d'une maison vétuste au-dessus du port. La pièce, mansardée, sommairement aménagée, ouvre sur la mer par une petite fenêtre. Alors donc, la première partie de l'ouvrage, c'est la fameuse entrevue. La deuxième, c'est quelques poèmes, quelques phrases ici et là qui donnent le ton, la manière, la mesure du travail de Georges Perros. Et la troisième, ce sont ses peintures. Des peintures abstraites qui ont une certaine ressemblance avec le travail de Jean Dubuffet, que nous aimons tous ici. Paresse indéfinie, planche au lourd soleil de ma vie. Je suis seul 6 ou 7 heures par jour dans une baraque très agréable à regarder de l'extérieur. Mer en contrebas. À l'intérieur, des livres, des petits dessins. Bref, un dépôt hétéroclite. Et seul, je découvre à nouveau ce rien qui m'est travail prométhéen. J'ai un peu travaillé, beaucoup peinturluré, collé des bouts d'allumettes. Je me sens très à l'aise avec l'encre de Chine. On peut tout se permettre. Poussière d'air, feuillage qui bouge dans l'eau de l'âme. J'aime tout ce qui est liquide. La mer, le fluide, tout ce qui est mouvement, frais. Flaques d'écriture ou jetées de mots qui s'évaporent, fleurs ou arbres, simplement. Les princes actuels de l'aphorisme sont les peintres. Pas un écrivain bien né qui n'envie les tableaux de Braque. Parfait aphorisme. D'un Chagall, d'un Chirico, d'un Klee, etc. Tandis que le 19e siècle relève de la musique, notre époque tend à la peinture. De Paulhan à Ponge, à Grenier, à Limbourg, les meilleurs esprits poussent de beaux soupirs en direction des toiles privilégiées. J'envie les peintres. Je ne peux qu'envier les artistes que le temps parvient à envahir de telle sorte qu'un chantier se déclare, s'ouvre devant eux et qu'un travail leur devient possible. Poésie, mon identité. La parole du peintre est presque toujours une bonne conductrice d'un rêve que le langage du poète aurait tendance à écraser ou à planifier dans le pléonasme du mot par mot pour mot. Il y a un bonheur du peintre,
qui vient de son travail même, à mi-chemin entre l'artisanat et la féerie. Oui, comment ne pas être jaloux d'un tel travail? Je n'ai jamais travaillé en vue d'un progrès quelconque. S'il ne devait plus rester qu'une chose au monde, après je ne sais quelle catastrophe, je voudrais que ce soit un tableau. Et qu'à partir de ce tableau, le monde, à nouveau, s'élance. Je suis toujours ce que je vais devenir. Georges Perros, publié chez Calligramme, en Bretagne. Je vous remercie d'être avec moi. Et je vous dis à demain.